Le président Trump est en ce moment dans la salle de crise, en train de prendre, selon lui, une décision finale dans cette guerre. Est-ce qu'on va s'engager sur la voie d'un accord négocié ou est-ce qu'on va choisir la voie de la guerre? C'est ce qui semble se jouer en ce moment. Et on peut bien imaginer qu'il reçoit des messages des deux camps. D'un côté, certains lui disent « oui, il faut aller à la guerre ». De l'autre, on lui dit « surtout pas, ce serait la pire des choses ». Alors, quelle décision va-t-il prendre? Qu'est-ce qu'il va annoncer? Pour l'instant, personne ne le sait. On va vous montrer quelques-unes de ses déclarations récentes et on va regarder ça ensemble. Mais comme toujours, on veut aussi examiner les deux aspects de la situation, voir ce que dit le camp iranien et ce qu'on peut attendre de leur part, selon la décision que Trump prendra. Et on n'a personne de mieux pour en parler que, de retour avec nous, pardonnez-moi, Nima Al-Horshid de DialogWorks, et aussi professeur d'ailleurs. Je ne suis pas sûr que tout le monde le savait, mais c'est un homme très occupé. Donc on te remercie vraiment d'avoir pris le temps de venir dans l'émission aujourd'hui. Merci de m'avoir invité, Carlos. C'est toujours un plaisir d'être là parce que tu vas toujours droit au cœur du sujet. Et toute ta chaîne est construite autour de la recherche du dialogue. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles on adore t'avoir ici. J'ai aussi participé à ton émission plusieurs fois parce que c'est exactement notre objectif principal. Mais en ce moment, on fait face à des vents contraires assez forts. Je vais commencer par vous montrer ce que le président Trump a publié sur Truth Social juste avant qu'on prenne l'antenne. J'aimerais avoir votre réaction à chaud là-dessus. On va le prendre en deux parties. La première dit « L'Iran doit accepter de ne jamais posséder d'armes ou de bombes nucléaires. Le détroit d'Ormuz doit être immédiatement ouvert, sans aucun péage, pour une navigation libre dans les deux sens. Toutes les mines marines seront éliminées. » Ensuite, il entre dans beaucoup de détails à ce sujet, mais concentrons-nous sur ces deux points. L'Iran a toujours affirmé qu'il ne possédait pas d'armes nucléaires, donc ça c'est plutôt simple. Mais cette idée que le détroit d'Ormuz doit être immédiatement ouvert, sans péage, est-ce que ça peut vraiment passer? Je ne pense pas, Carl. C'est pour ça que les Iraniens disent que les messages de Donald Trump sont un mélange de vrai et de faux. Il parle de ce qui est vrai, ce qu'il a dit sur l'Iran, qui a annoncé, et qui n'a aucun problème à dire publiquement, qu'il ne cherche pas à obtenir ni à produire d'armes nucléaires. Ça, pour l'Iran, ce n'est pas un problème de le déclarer. Le vrai sujet, c'est le détroit d'Ormuz. Il n'y a aucune clause dans cet accord, dans ce mémorandum d'entente. Aucune mention dans ce texte ne dit que l'Iran n'a pas le droit de faire payer les pays ou les navires qui veulent utiliser le détroit d'Ormuz, comme Donald Trump le prétend ici, sans aucun péage. Ce n'est pas le cas. Il n'y a rien de tel dans ce mémorandum. Et ça, c'est un point important. L'Iran va faire payer les pays qui utilisent le détroit d'Ormuz. Il parle d'une sorte de taxe environnementale ou administrative, quelque chose comme ça, que Donald Trump a démenti dans cette publication. Le deuxième point pour l'Iran concerne l'uranium enrichi. Dans ce message, il est dit que le matériau devrait être détruit ou serait détruit. Or, rien de tout cela n'apparaît dans le protocole d'accord. Ce sont les deux points essentiels que les Iraniens soulignent en ce moment. Et il n'y a aucune explication à ces deux sujets dans ce document. C'est là toute la différence. Les deux autres points, tout aussi importants pour les Iraniens, concernent la libération immédiate de 12 milliards de dollars d'avoirs iraniens gelés. Cela fera partie de l'accord. Quand ils annonceront la signature de ce document, les deux parties déclareront qu'elles l'ont signé. Il faut une libération immédiate de ces 12 milliards de dollars d'avoirs iraniens gelés.
Et le deuxième point, qui est à mon avis tellement important, je dirais même le plus important de tout le mémorandum d'entente, c'est le cessez-le-feu au Liban. Il n'y a aucune chance que l'Iran accepte quoi que ce soit sans un accord, sans une entente avec les États-Unis et sans qu'il y ait un cessez-le-feu au Liban. Ce sont des enjeux énormes, colonel. Je ne sais pas si les États-Unis vont utiliser une forme de levier pour faire pression sur Benjamin Netanyahou en Israël afin d'obtenir cela. Et nous savons bien de quoi parlent les Israéliens. Je pense vraiment qu'il faut écouter les Israéliens, écouter Benjamin Netanyahou, son gouvernement. Rien n'indique qu'Israël soit prêt à revenir sur sa position dans le sud du Liban. Bon, laissez-moi vous donner une info toute fraîche, à peine 40 secondes avant que j'enregistre cette vidéo. Le Premier ministre Netanyahou annonce que les troupes avancent au-delà du fleuve Litani, alors que, du côté libanais, des responsables militaires seraient en train de mener des discussions. Mais oui, ils avancent bien au-delà du Litani. Du côté israélien, on avait toujours dit qu'ils iraient jusqu'au fleuve Litani, ce qui, en soi, constituait déjà une violation de plusieurs lois internationales. Mais maintenant qu'ils l'ont franchi, tout le monde parle en même temps de l'importance que cela représente pour l'Iran dans la perspective de négociation de fin de guerre. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que c'est un point important à comprendre. Rien dans cet accord ne va vraiment se concrétiser sur le long terme. Ce sera peut-être juste une situation temporaire. Compliqué. En ce moment, ils parlent surtout des drones FPV, de la façon dont ils essayent de gérer ces drones FPV. Ils ne parlent pas de... Enfin, tu évoques le fleuve Litani, mais eux, ils ont défini une ligne jaune dans le sud du Liban. Et cette ligne jaune, ils ne la prennent même plus en compte. Ils disent qu'ils veulent aller partout, sans restriction. Le problème, c'est que ces drones FPV infligent énormément de pertes à l'armée israélienne. Hier encore, j'ai entendu un de leurs commandants en parler. Au départ, c'était un problème technique pour Israël. Mais aujourd'hui, c'est devenu un vrai problème stratégique. Parce qu'ils n'ont aucune solution face aux drones FPV. Et ces drones frappent de nombreuses cibles dans le sud du Liban et dans le nord d'Israël. Et pas seulement des systèmes de défense aérienne, mais aussi des systèmes de communication, des soldats. Toutes les forces qu'ils ont dans le sud du Liban, ils peuvent les atteindre sans grande difficulté. C'est bien ça, le problème. Je n'ai vu aucun signe montrant que Donald Trump communique avec les Israéliens pour leur dire qu'il faut mettre fin à ces hostilités dans le sud du Liban. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire qu'Israël va rester dans le sud du Liban? Comment peut-on parler de cessez-le-feu alors qu'il y a une occupation en cours? Ça n'a pas de sens, parce que si l'occupation est là, si leur objectif est d'avancer dans le sud du Liban vers le nord, comment peut-on parler d'un cessez-le-feu? Est-ce que ce sera quelque chose comme en 2024? Ou bien comme ce qu'on voit en ce moment, les deux camps qui se frappent, qui se tuent, et Israël qui détruit de nombreuses villes et villages dans le sud du Liban. C'est ça, le vrai problème, je pense. Toute cette discussion, en réalité, ce ne sont pas des négociations, c'est une forme de communication indirecte. Ils envoient des messages à travers le gouvernement pakistanais et peut-être aussi le gouvernement qatari. Le gouvernement qatari est impliqué à cause de ses avoirs iraniens gelés. Et apparemment, la communication passe surtout par le gouvernement pakistanais. Donc, s'il n'y a pas de cessez-le-feu au Liban, il n'y aura pas d'accord entre l'Iran et les États-Unis. C'est le point final. Et il n'y a pas de désaccord, ni au sein de l'administration américaine, ni du côté du gouvernement iranien, qui dirait « Essayons juste de nous entendre avec les États-Unis. Ignorons ce qui se passe. Rien de tout ça n'existe. En ce moment, ils sont unis. »
Le point principal, le tout premier pour l'Iran aujourd'hui, c'est le Liban et le cessez-le-feu entre Israël et le Liban. Sans ça, à mon avis, ils n'obtiendront rien. Regardons ça d'un peu plus près, parce que c'est justement l'un des points que le professeur Morandi évoquait dans notre émission il y a quelques jours. On pourrait penser, et d'ailleurs le président Trump, attendez, je vais remonter à ce message sur Truth Social, il dit tout en bas que d'autres sujets, bien moins importants, ont déjà fait l'objet d'un accord. Et on se demande s'il parle de ça. Parce que tous les Iraniens à qui j'ai parlé, ou dont j'ai lu les déclarations publiques, affirment que toute cette question du Liban est placée au même niveau. Ils considèrent ces points comme non négociables, je crois, comme vous le dites ici. Et pourtant, on a un peu tendance à les mettre de côté. Est-ce vraiment le cas? Ou bien pensez-vous que si le président Trump disait « Écoutez, on va vous rendre une partie des avoirs gelés, on lèvera certaines sanctions sur l'énergie, à condition que vous, peu importe quoi, mais que le Liban ne soit pas concerné, et qu'Israël poursuive sa guerre actuelle. » Est-ce qu'il y aurait malgré tout une marge pour un accord négocié? Il n'y a pas de place pour des négociations sans le Liban. Le Liban, c'est le point de départ, Karl. Regarde simplement ce qui s'est passé jusqu'à présent avec le plan en 10 points. Ensuite, il y a eu le plan en 14 points du côté iranien. Dans chaque plan, dans chacune des 3 étapes qu'ils ont mentionnées, la première, c'est le cessez-le-feu entre Israël et le Liban. Et ça, c'est inacceptable. Personne en Iran n'a l'autorité pour accepter une telle chose. Si quelqu'un le faisait, ce serait la fin de sa carrière en Iran. Je ne vois pas ça arriver, parce que je vois un gouvernement, des décideurs en Iran, totalement unis en ce moment. Ils savent ce qu'ils veulent. Ils savent très bien ce qu'ils veulent atteindre, à court terme comme à long terme. C'est pour ça qu'ils ne parlent pas, comme je l'ai déjà dit, de la question nucléaire, de l'uranium enrichi de l'Iran. Ils n'en ont même pas parlé dans ce mémorandum d'accord. Rien de tout ça n'est mentionné dans ce document. Pas un mot sur la destruction de l'uranium enrichi. Rien du tout. Parce que ça, ce sera la deuxième étape. Comme ils l'ont dit auparavant, la première étape, c'est de mettre fin à la guerre sur tous les fronts, entre l'Iran et les États-Unis, entre Israël et le Liban, et entre Israël, Gaza et les Palestiniens. Donc, tant qu'il ne s'est rien passé sur ce plan-là, on ne peut pas passer à la deuxième étape, celle du programme nucléaire iranien ou de l'uranium enrichi. C'est la deuxième étape. Et on a beaucoup de mal à comprendre. Quand Donald Trump parle du détroit d'Ormuz comme s'il allait être ouvert sans aucun péage ni frais, c'est absurde. D'après ce que j'ai entendu et vu jusqu'à présent dans les médias iraniens et du côté du gouvernement iranien, il n'y a pas, disons, de débat sur le détroit d'Ormuz. Le nouveau mécanisme est déjà en place et ils vont faire payer les pays qui veulent utiliser le détroit. C'est pas tout. Ils appellent ça des frais environnementaux ou administratifs, mais ils vont bel et bien les facturer. Rien dans ce protocole d'accord ne va changer cela. Et on peut le voir dans le titre que Gary a montré tout à l'heure, celui du Times. Ils disent exactement la même chose que toi à propos des médias iraniens. C'est un mélange de vérité et de mensonges. Mais ils ajoutent aussi que le protocole d'accord, et là c'est vraiment important, eh bien, on ne sait pas ce qu'il contient. Il n'a pas été rendu public. En revanche, la partie iranienne, elle, le connaît. Et ils affirment qu'il n'y a rien dedans sur le détroit d'Ormuz, ni sur la destruction de l'uranium. Alors pourquoi en parler? Mais apparemment, il y aurait bien une clause sur le transfert des fonds débloqués. Et ensuite, on revient à Truth Social ce matin. Et le président Trump dit là en bas qu'aucun argent ne sera versé jusqu'à nouvel ordre.
Ensuite, il parle aussi de la destruction des matériaux liés au traitement nucléaire, et ainsi de suite. Et puis, il ajoute que tout cela se fait en étroite coordination avec la République islamique d'Iran. Alors, pour un public américain, on lit ça et on se dit « Ah d'accord, très bien ». Donc, ils discutent avec l'Iran et ils sont globalement tombés d'accord. On a déjà entendu ce genre de formulation. Mais ce que vous nous dites, c'est que du côté iranien, la réaction, c'est plutôt « Mais de quoi parle-t-il? On n'a rien accepté de tout ça et on n'a pas donné notre accord. » Dans ces conditions, qu'est-ce que ça fait à la confiance quand on essaie de conclure un accord négocié? Il n'y a pas de confiance, Carl. Il n'y a aucune confiance entre les deux camps. L'Iran ne fait pas confiance aux États-Unis, et les négociateurs iraniens le savent très bien. C'est pour ça qu'aujourd'hui, le président du Parlement iranien a publié un message. Il dit que nous ne négocions rien du tout. Le résultat de ce qui se passe, c'est ce que nous avons décidé sur le champ de bataille. Et ce que nous signons en ce moment, c'est simplement le résultat de ce champ de bataille. Il n'y a pas de négociation en cours entre l'Iran et les États-Unis. Nous le savons. Nous savons ce qui s'est passé pendant le JCPOA. 2 ans de négociations, jour et nuit, des équipes techniques qui discutaient pour parvenir à un accord. Ce n'est pas ce genre d'accord. C'est une sorte de marché à la manière de Trump. Tout tourne autour de la bataille pour décider de l'issue de ce qui se passe. C'est pour ça que, quand il n'y a pas de négociation, les messages circulent entre les deux camps en fonction de la réalité sur le terrain. Et la réalité sur le terrain, c'est que le détroit d'Ormuz est aujourd'hui sous le contrôle du gouvernement iranien, comme on l'a déjà évoqué. Il y a eu le blocus américain de l'Iran, que Donald Trump, dans le même tweet que vous avez montré, disait vouloir lever dans le Golfe Persique. C'est la condition préalable à tout ce qui se passe en ce moment. Alors, quelle serait la prochaine étape? Le détroit d'Ormuz. L'Iran ne va pas reculer sur le détroit d'Ormuz. Peu importe. Hier, Donald Trump a menacé le gouvernement d'Oman en disant qu'il allait les bombarder parce qu'ils veulent coopérer avec l'Iran dans le dossier du détroit d'Ormuz. L'Iran, lui, n'a aucun problème avec ça. Il y a eu un appel téléphonique entre le ministre iranien des Affaires étrangères et son homologue omanais. L'Iran a dit « Nous sommes avec vous, nous vous soutenons, personne ne peut vous faire de mal. Si quelqu'un vous attaque, nous répondrons pour défendre Oman. » Voilà la réalité de ce qui se passe. Je ne comprends pas quel serait l'intérêt pour les États-Unis d'attaquer Oman, un pays qui a tant fait pour rapprocher l'Iran et les États-Unis, avant que toute cette folie ne commence. Alors, Donald Trump veut attaquer, veut détruire Oman. Quel est le but de tout ça? Daniel, il faut que tu reviennes dans la discussion. J'ai eu quelques soucis avec mon ordinateur. J'essaie de régler ça pendant qu'on est à l'antenne, alors pardonnez-moi pour ça. Mais pour ceux qui auraient raté le passage, c'était une remarque un peu en passant que le président Trump a faite hier à propos d'Oman. On écoute ça, Gary. Accepteriez-vous un accord à court terme qui permettrait à l'Iran et à Oman de contrôler le détroit? Et devrait-il l'ouvrir immédiatement ou seriez-vous prêt à ce que cela se fasse progressivement sur une certaine période? Non, le détroit sera ouvert à tout le monde. Et qui en aurait le contrôle? Les eaux internationales, personne ne va les contrôler. Nous, on va les surveiller. Oui, on va les surveiller. Mais personne ne va les contrôler. Ça fait partie de la négociation qu'on a. Eux, ils aimeraient les contrôler. Mais non, personne ne va les contrôler. Ce sont des eaux internationales. Et Oman se comportera comme tout le monde. Donc il faudra qu'on les fasse sauter. Ils ont compris ça. Tout ira bien.
Ils vont bien se porter, tant qu'ils se tiennent tranquilles, sinon on les fera exploser. Enfin, je veux dire, c'est tellement... Il a dit ça comme s'il parlait de, je sais pas, d'une tasse qu'il tient dans la main. Mais enfin, il parle quand même d'attaquer un autre pays, là. Je vais revenir dans un instant sur la question des voies maritimes internationales. Mais d'abord, d'après ce que vous savez, comment ces propos sont-ils perçus à Oman même? On dirait qu'ils ne veulent pas faire partie du conflit. Ils veulent faire partie de la solution. Le gouvernement à Oman a été très logique, avant le début de cette guerre, comme pendant. C'est pour ça qu'on n'a vu aucune attaque contre les bases américaines à Oman. Il y a bien eu l'attaque iranienne contre ces pétroliers, là, dans les ports d'Oman, au tout début de la guerre, si vous vous souvenez. C'était parce qu'à ce moment-là, l'Iran mettait en place un nouveau mécanisme dans le détroit d'Ormuz, qui consistait à empêcher ces pétroliers de circuler. Et c'est pour cette raison qu'ils ont attaqué ces navires près d'Oman et des Émirats arabes unis. Mais il n'y a jamais eu d'attaque contre les bases américaines à Oman. Et Oman a toujours été un acteur rationnel dans la région. C'est pour ça que l'Iran est tellement... Enfin, que le gouvernement omanais est complètement perdu face à ce que font les États-Unis. Jusqu'à présent, je n'ai rien entendu qui montre comment aurait déclaré ou même envisagé de mettre en place un quelconque péage dans le détroit d'Ormuz. Cet argument vient des Iraniens parce qu'ils essayent de redéfinir le fonctionnement du détroit d'Ormuz. Et comme Oman fait partie de ce détroit, ils l'impliquent dans cette affaire. Ce n'est pas le gouvernement omanais qui en a décidé ainsi. Et c'est pour ça que je ne comprends pas pourquoi Donald Trump agit de cette manière, ni quel résultat il cherche à obtenir. Menacer un gouvernement, alors que, vous savez, le ministre des Affaires étrangères d'Oman était à Washington avant que la deuxième phase de la guerre n'éclate. Il avait dit qu'il était confiant, qu'il avait parlé avec l'administration Trump, que tout se passait bien. Puis il est rentré, et la deuxième phase de la guerre a commencé. Alors imaginez, vous êtes à Oman, vous faites tout pour aider les États-Unis, pour aider toute la région, et on vous adresse ce genre de message en vous disant qu'on va vous détruire, que vous serez la prochaine cible si vous vous entendez avec l'Iran. Ce n'est pas leur problème. Bon, clairement, ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour aider. Je veux dire, comme on en a déjà parlé plusieurs fois dans cette émission, l'accord que le ministre des Affaires étrangères d'Oman a négocié le 26 février aurait pu offrir à Trump une victoire diplomatique majeure, en or, avec ce que les Iraniens étaient prêts à proposer. Et lui, il l'a tout simplement jeté à la poubelle. Alors j'imagine à peine ce que les Omanais doivent penser. Mais revenons à un autre point qui a été évoqué là-dedans. Le président Trump a dit que c'était des eaux internationales, donc que personne ne pouvait les contrôler. Regardez cette carte, parce que c'est important que les gens comprennent bien. La seule façon d'avoir, entre guillemets, une voie navigable internationale, c'est si vous avez une mer territoriale de 3000 nautiques, comme on le voit à gauche, avec un petit espace d'eau entre les deux. Mais quand on passe à 12 000 nautiques, qui est la norme internationale, on voit bien que Oman et l'Iran couvrent en fait toute la zone centrale. Et même s'ils ont toujours eu cette configuration, ils n'ont jamais existé en tant qu'autorité, ni exercé de contrôle sur cette zone. Alors, quelle est aujourd'hui la position de l'Iran en cherchant à exercer cette autorité et à revendiquer ce territoire comme national entre Oman et l'Iran? Et question sans doute plus large, comment cette démarche est-elle perçue dans le reste du monde? Je pense que tout ce discours, si on écoute Donald Trump et son administration, tourne autour de l'idée que ce sont des eaux internationales.
C'est pour ça, selon eux, qu'il faut les ouvrir. Mais en réalité, comme vous venez de le dire, il s'agit de deux territoires qui se chevauchent dans le détroit d'Ormuz. Ce ne sont pas des eaux internationales. Donc si on part du principe qu'ils veulent faire quelque chose dans le détroit d'Ormuz, ils doivent en parler avec l'Iran et avec Oman. Il n'y a pas d'autre moyen d'ouvrir le détroit d'Ormuz. Et aujourd'hui, avec cette guerre d'agression contre l'Iran, il y a une nouvelle forme de compréhension, à la fois du côté du gouvernement iranien et du peuple iranien. Ils disent clairement qu'il n'est pas question que les États-Unis utilisent le détroit d'Ormuz contre eux. C'est une partie de notre territoire. C'est pour ça qu'on doit le gérer. On doit garder le contrôle. La sécurité de la région est aujourd'hui essentielle pour l'Iran. Vous vous souvenez de la guerre. Sans que les pays du CCG facilitent ou aident les États-Unis, il n'aurait pas été possible pour eux d'attaquer l'Iran de cette manière. Ils ont reçu beaucoup de soutien et la plupart de ces armes passaient par le détroit d'Ormuz pendant très longtemps. Tous ces radars, toutes ces armes transitaient par le détroit d'Ormuz vers les bases situées dans les pays du CCG. Rien de tout cela ne se reproduira. Aucun navire de guerre ne passera plus par le détroit d'Ormuz. Il ne s'agira désormais que de navires commerciaux qui traverseront le détroit d'Ormuz. C'est l'un des points essentiels du gouvernement iranien, le contrôle de ce détroit, parce qu'ils ne veulent pas que les États-Unis remilitarisent la région encore et encore. La seule raison de le faire, c'est si vous avez l'intention d'attaquer l'Iran, encore et encore. C'est la raison principale. Donald Trump lui-même l'a dit hier et aujourd'hui. Toutes les options sont sur la table. Peu importe ce qu'on obtient de ces négociations ou de ces discussions, toutes les options restent ouvertes. Ce qui veut dire qu'à tout moment, s'ils le décident, ils attaqueront l'Iran. C'est pour ça que l'Iran se prépare depuis si longtemps. Ils savent que les États-Unis peuvent attaquer l'Iran. Et si les États-Unis décident de ne pas le faire, alors c'est peut-être Israël qui attaquera l'Iran. Nous avons eu l'espion israélien, Jonathan Pollard. Il a dit hier que la façon dont Israël conçoit l'usage de l'arme nucléaire est différente de celle des États-Unis, différente de la manière dont les États-Unis envisagent l'emploi de l'arme atomique. Selon lui, on pourrait les utiliser de façon mesurée. Franchement, je ne sais pas ce que ça veut dire. Si on utilise une arme nucléaire, c'est une arme nucléaire. On va détruire. On va tuer énormément de gens. Énormément de gens. C'est pour ça que la Russie mène une guerre conventionnelle en Ukraine. Ils n'ont même pas évoqué l'idée d'utiliser des armes nucléaires. Vous vous souvenez, pendant 4 ans de guerre, ils ont attaqué la Russie. Ils ont même attaqué les bombardiers nucléaires russes. Oui, des bombings des ping. Rien de tel n'a été dit par le gouvernement russe à propos d'utiliser l'arme nucléaire contre les Ukrainiens. Ils ont déclaré que si l'OTAN les attaquait, ou s'il y avait une menace existentielle pour la Russie, alors ils utiliseraient des armes nucléaires. Mais ce qu'on entend en ce moment du côté israélien, c'est qu'ils envisageraient, pour certains objectifs stratégiques, ou peut-être des raisons tactiques, d'utiliser l'arme nucléaire. Allons dans cette direction. Comment cela a-t-il été reçu à l'intérieur de l'Iran? Parce que les déclarations de Jonathan Pollard ont été faites dans la presse ouverte. On peut donc imaginer qu'il n'a pas agi seul, que certaines personnes devaient forcément être au courant. Et pourtant, le voilà sur X, Israël a l'arme nucléaire, et peut-être qu'on devrait s'en servir. Franchement, qu'est-ce que c'est que ça? Comment ce genre de propos est-il perçu au niveau du gouvernement iranien, d'après ce que vous savez? Karl, beaucoup de gens en Iran, depuis le début de cette guerre, disent qu'il n'y a aucun intérêt à négocier avec les États-Unis, ni avec qui que ce soit aux États-Unis. Parce que, selon eux,
La guerre a éclaté justement après qu'on a décidé de négocier avec les Américains. Ou bien, ils disent que la guerre est le résultat direct de ces négociations. Ils pensent qu'on ne peut rien obtenir de ces discussions, parce que pour eux, ce ne sont pas des négociateurs sérieux. Imaginez, il y a eu 2 séries de négociations entre les Iraniens, Jared Kushner et Steve Witkoff, et il n'en est rien sorti. Alors, quand on parle de l'usage de l'arme nucléaire, ils se demandent quelle est la prochaine étape. Si les États-Unis ne peuvent pas nous vaincre sur le champ de bataille avec des armes conventionnelles, que leur reste-t-il à faire? La réponse, c'est ce que Jonathan Pollard a dit. On va vous bombarder avec l'arme nucléaire. Et les gens sont très inquiets de ce genre d'attitude de la part d'Israël. Ils savent qu'Israël pourrait s'en servir sans demander la moindre autorisation à qui que ce soit. Ils savent qu'ils se moquent de savoir qui est au pouvoir aux États-Unis, qui est le président des États-Unis. Ils pourraient l'utiliser demain ou dans 2 heures, et personne ne dirait rien. Beaucoup de gens condamneraient ce qu'Israël a fait, mais les conséquences seraient dévastatrices pour l'Iran en tant que pays. C'est un pays qui faisait face à une guerre d'agression. Et maintenant, après 40 jours de guerre, les Israéliens parlent d'utiliser l'arme nucléaire contre l'Iran. Alors, à quoi ça sert de faire partie du TNP? À quoi bon? Si leur objectif, c'est de dénucléariser la région, ils doivent commencer par Israël. Comment est-ce possible qu'Israël possède ces armes nucléaires et menace de s'en servir? Ils ont voulu les utiliser. D'ailleurs, ce n'est pas la première fois qu'ils en parlent. L'un des ministres israéliens, vous vous souvenez, quand la guerre à Gaza a commencé, a dit « Nous allons les utiliser contre le peuple palestinien ». Mais quand il s'agit de l'Iran, c'est plus grave, parce que l'Iran a les moyens et la capacité de riposter avec des armes conventionnelles. C'est pour ça qu'Israël pourrait envisager à nouveau d'utiliser l'arme nucléaire contre l'Iran. Alors, laissez-moi vous demander, quelle serait la réaction de l'Iran face à ça? Parce que, enfin, on a vu ce qui est arrivé au Japon en 1945, quand il n'avait pas d'armes nucléaires. Est-ce que ça pousserait le gouvernement iranien à se dire « C'est une question existentielle pour nous, on ne peut pas résister, sinon on va être anéanti, donc on doit céder ». Comment réagirait-il? La réaction, c'est qu'il faut sortir du TNP. Il faut avoir une forme de dissuasion face à Israël. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on peut obtenir la bombe nucléaire. Pas besoin de nommer Israël, parce qu'il faut comprendre une chose. L'autre camp n'est pas logique, il n'est pas rationnel. Ils peuvent vous attaquer, ils peuvent détruire votre pays. Il faut donc une forme de dissuasion contre Israël. Et cette dissuasion, c'est l'arme nucléaire. Beaucoup de gens en parlent. Je ne sais pas ce qu'en pensent les décideurs en Iran, mais je sais que les partis politiques et même des figures importantes au sein du gouvernement iranien en parlent. Quel est l'avenir de la région, alors qu'Israël possède la bombe nucléaire et menace tous les pays voisins de les frapper? Ce n'est pas seulement une question d'Iran. Le même homme, Jonathan Pollard, a dit que la prochaine étape de la guerre viserait la Turquie et l'Égypte. Qui va riposter? Qui va décider? La région a besoin d'une véritable architecture de sécurité. Je pense qu'au bout du compte, il faudra se pencher sur les armes nucléaires d'Israël. Il doit y avoir une forme d'accord dans toute négociation entre l'Iran et les États-Unis qui prenne en compte l'arsenal nucléaire israélien. Et sinon, l'Iran devra décider s'il veut rester dans le TNP ou s'il préfère en sortir. Corrigez-moi si je me trompe, mais si le gouvernement israélien et le gouvernement américain n'ont pas publiquement condamné les déclarations de Pollard, j'imagine que cela peut être perçu comme un soutien tacite à ces idées au niveau des 2 gouvernements. Vous voyez les choses comment?
Je vois les choses de la même façon, Karl. Parce qu'en Iran, ils ne voient pas les États-Unis comme nous. Ce qu'ils perçoivent, c'est que les États-Unis font ce qu'Israël veut qu'ils fassent. C'est ça, le point essentiel, le point central du point de vue des Iraniens. Ils ne voient aucune décision vraiment souveraine de la part des États-Unis au Moyen-Orient. Pour eux, les États-Unis agissent comme un relais d'Israël. Et franchement, je trouve ça humiliant de voir un pays comme les États-Unis, une superpuissance, réduit au rôle de simple relais d'Israël. Mais c'est la réalité en Iran. Ils voient littéralement les États-Unis comme un proxy d'Israël. Et c'est pour ça que peu importe de quoi Donald Trump parle, tout le monde sait qu'il change de discours toutes les 2 minutes. Alors, sur quoi peuvent-ils vraiment se baser? Sur quoi peuvent-ils compter? Ce sera sur ce qu'Israël dit. Si Israël parle de l'usage d'armes nucléaires, ils vont le prendre très au sérieux. Ce sera un élément majeur dans tout le calcul du côté iranien. Si Israël fait ça, quelle serait la réponse? Ils ne vont pas rester les bras croisés en regardant Israël utiliser ses armes contre l'Iran en se disant « Bon, et maintenant, qu'est-ce qu'on fait ?» Je pense que beaucoup de gens y réfléchissent en ce moment même pendant qu'on en parle. Regardons un peu ce qui sort officiellement d'Iran. On pourrait penser qu'ils seraient en train de supplier les États-Unis pour un accord. Du genre, d'accord, on vous donne ceci, vous obtenez cela, peu importe. On pourrait s'attendre à une attitude conciliante. Surtout quand on sait que Trump, en ce moment même, est de nouveau dans la salle de crise, en train d'examiner les détails. Mais voilà ce qu'on voit réellement. C'est d'aujourd'hui. Vous l'avez mentionné il y a 1 minute, Ghalibaf, le président du Parlement iranien, a déclaré, je cite, « Nous n'avons confiance ni dans les garanties, ni dans les paroles, seulement dans les actes. » Et regardez le reste de ce qu'il dit. Premièrement, nous obtenons des concessions non pas par le dialogue, mais par les missiles. Dans les négociations, nous ne faisons que leur faire comprendre. Et troisièmement, le vainqueur de tout accord, c'est celui qui, dès le lendemain, est Manning Staunting Regard. Et puis, regardons ce qu'a dit, de façon encore plus ferme, Mohsen Rezaei, pardon si je prononce mal son nom. D'après ce que je comprends, c'est le principal conseiller militaire du guide suprême. Il a déclaré que si le blocus naval se prolongeait au-delà d'un certain délai, il le briserait et forcerait les États-Unis à y mettre fin, soit par la négociation, soit en cas de résistance, par une action directe. Ce sont des propos très provocateurs, très clairs. Ce n'est pas une situation qu'on peut simplement repousser indéfiniment, en maintenant le blocus semaine après semaine, mois après mois. On a l'impression que la partie iranienne dit qu'il existe une sorte d'échéance, connue seulement à Téhéran, au-delà de laquelle, si rien ne bouge sur le plan des négociations, de vraies négociations, c'est-à-dire avec des concessions immédiates, ils pourraient eux-mêmes relancer la guerre. Comment voyez-vous cela? Et l'autre point, colonel, quand on parle de ces 2 hommes, Mohsen Rezaei et le président du Parlement iranien, ce sont eux qui pensent qu'ils peuvent négocier. Imaginez un peu l'autre camp. À quoi ça ressemblerait? Voilà la réalité de ce que les États-Unis ont provoqué jusqu'à présent avec cette guerre en Iran. Alors, quand vous entendez ces gens parler de cette manière, imaginez simplement ce que serait l'aile la plus radicale du gouvernement iranien. Mais les implications sont vraiment importantes ici, parce qu'en ce moment, le président Trump discute avec ses conseillers militaires dans la salle de crise pour décider si on va vers la guerre ou vers la paix. Mais on dirait que du côté iranien, le message est clair. Si vous pensez qu'on va accepter ces conditions, oubliez ça, parce que ça n'arrivera pas. Ce qui, en gros, ne laisse presque plus qu'un retour à la guerre comme issue possible. Est-ce que j'exagère? Non, non.
Je pense que vous avez raison, colonel, parce que, encore une fois, ces deux points sont vraiment essentiels. Le premier, c'est le détroit d'Ormuz. Il n'y aura aucun recul de la part de l'Iran sur sa position concernant le détroit d'Ormuz. Le deuxième point, c'est la question du Liban. Il n'y a aucun moyen d'obtenir un accord, quel qu'il soit, avec les États-Unis, sans un cessez-le-feu, un accord définitif, un cessez-le-feu total entre Israël et le Liban. Et ça n'arrivera pas. Les autres points, qui sont en quelque sorte des conditions préalables, concernent le blocus. Comme l'a dit Mohsen Rezaei, le conseiller iranien du guide suprême, il a affirmé qu'il mettrait fin au blocus, soit par la voie militaire, soit par la négociation. C'est la position de l'Iran. Et ils le savent. L'autre point, Karl, en ce moment, c'est de savoir qui tiendra plus longtemps que l'autre. Moi, je dirais que l'Iran est prêt à tenir plus longtemps que l'administration Trump et sa politique dans le Golfe Persique. Et on sait que les seules difficultés auxquelles ils font face aujourd'hui en Iran, ce sont l'économie et l'inflation. Il y a beaucoup de pression sur l'économie et sur les prix. Mais est-ce que c'est quelque chose de nouveau, quelque chose d'étrange pour la société iranienne? Non, pas du tout. Ils connaissent très bien ce que c'est que l'inflation et la pression économique sur le peuple iranien. Donc, ce dont ils parlent en ce moment, cette bataille, c'est la bataille pour l'existence du peuple iranien, pour son avenir, pour tout ce qu'il concerne. S'ils reculent maintenant, on les attaquera encore et encore. On les détruira. L'Iran ne veut pas se retrouver dans la même situation qu'Israël a créée en Palestine, à Gaza. Ils ne veulent pas revivre ce qu'on voit entre Israël et le Liban. À chaque fois qu'ils décident d'agir, ils arrivent, ils attaquent, ils détruisent des infrastructures. L'Iran ne veut pas être dans cette position-là. Ils veulent aller au-delà de ça. Ils veulent mettre fin à ce qui se passe dans le sud du Liban, en Palestine, à Gaza, en Cisjordanie. C'est pour ça qu'ils insistent pour mettre un terme à tous les fronts, pour mettre fin à la guerre sur tous les fronts. Et je ne vois pas les Iraniens reculer. Si c'est la position de Donald Trump, avec les discussions ou les négociations en cours, peu importe comment on les appelle, il n'y aura aucun accord concret dans un avenir proche. Et même s'ils en trouvent un, il ne durera pas longtemps. Je voudrais vous montrer quelque chose qui a été diffusé hier soir. Les gens se disent peut-être, bon, tout ça, on en parle beaucoup en Occident. Le peuple iranien souffre énormément. Il y a beaucoup de colère contre le gouvernement et peut-être qu'on pourrait leur donner des armes ou du soutien pour qu'ils se soulèvent et que ça réglerait le problème. Mais cette vidéo, tournée hier soir à Téhéran, montre au contraire un soutien au gouvernement, malgré tout ce que vous venez d'évoquer. L'inflation, la pénurie de biens bloqués à l'importation et tout le reste. On a l'impression qu'il n'y a personne ici qui manifeste contre le gouvernement. Que pouvez-vous nous dire sur l'état d'esprit de la population et sur ce qui pourrait se passer en Iran? Colonel, jusqu'à présent, cette guerre a eu une influence profonde sur le peuple iranien, parce qu'il ne pense plus à l'économie. Avant que la guerre n'éclate, tout tournait autour de l'économie. Vous vous souvenez des manifestations en Iran? À cette époque, j'étais sur place. Je voyais ce qui se passait avec l'économie, avec l'inflation. Puis il y a eu les manifestations, les émeutes, tout ça. Aujourd'hui, les Iraniens voient une guerre. Ils se voient eux-mêmes engagés dans une guerre. Cette guerre est en train de définir leur avenir. Ils ne vont pas reculer à cause de l'économie. Ils savent qu'ils souffrent depuis très longtemps, depuis plus de 46 ans de sanctions. Alors, leur raisonnement aujourd'hui, c'est que si nous ne parvenons pas à tenir plus longtemps que les États-Unis, ils vont détruire tout ce qu'il y a dans notre pays. Un site Internet a été lancé en Iran. Ceux qui veulent se sacrifier pour défendre leur pays pouvaient s'y inscrire. En seulement 4 jours, plus de 20 millions de personnes se sont enregistrées sur ce site
pour offrir leur vie. Elles sont prêtes à se sacrifier pour défendre l'Iran. Le peuple, le gouvernement et les partis politiques en Iran sont totalement unis face aux États-Unis et à ce qui se passe au Moyen-Orient. C'est pour cela que je dirais que le gouvernement iranien n'a jamais été dans une position aussi forte qu'en ce moment. Il bénéficie aujourd'hui du plein soutien du peuple iranien. Tous les partis politiques, de gauche, de droite, du centre, sont unis dans leur position. La direction, la nouvelle direction, est vraiment très liée à toutes ces personnes au sein du gouvernement. Et ils savent ce qu'ils veulent, colonel. Parce que la guerre, ce n'est pas quelque chose de mineur qu'on peut ignorer. Quand on est attaqué, quand plus de 3000 personnes ont été tuées pendant cette guerre, en grande majorité des civils, quand vos infrastructures ont été frappées par des avions de chasse américains, par des avions israéliens, ils ont détruit des usines pharmaceutiques en Iran, des écoles, des hôpitaux, des ponts. Ce ne sont pas de petits incidents qu'on peut balayer d'un revers de main. C'est l'existence même d'un pays qui est en jeu. S'ils ne veulent plus que cela se reproduise, c'est pour ça qu'ils sont prêts à tout sacrifier pour sortir de cette guerre en vainqueur. Être vainqueur, ça ne veut pas dire que l'Iran va attaquer qui que ce soit. Remanderi Shirley s'est carré dans les États-Unis dans leurs objectifs en Iran. Il voulait provoquer un changement de régime en Iran. Enfin, il semble dire ici que si on ne brise pas le blocus, l'Iran passera à l'action directe. Alors, selon vous, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il veut littéralement dire que si le blocus continue, nous devrons affronter les États-Unis. Peu importe s'il y a une sorte de cessez-le-feu à la manière israélienne dans la région, nous allons riposter. Avez-vous une idée de la patience dont l'Iran pourrait faire preuve compte tenu des vrais problèmes que le blocus cause à la population iranienne? Combien de temps pensez-vous qu'il tiendrait? Une semaine? 6 mois? Enfin, quel serait votre pronostic? Je sais que vous ne prenez pas les décisions, mais selon vous, qu'est-ce qui est le plus probable? Oui, je pense qu'une partie de tout ça vient des problèmes qu'il crée pour l'économie iranienne. Mais une grande partie de ce dont il parle, c'est de la dignité iranienne. Ça veut dire qu'un pays comme l'Iran, qui est un acteur très important en Asie de l'Ouest, ne peut pas laisser les États-Unis l'humilier dans le Golfe Persique à travers ce blocus. C'est pour ça qu'à chaque fois, une guerre peut éclater entre l'Iran et les États-Unis. Ces derniers jours, depuis 4 ou 5 jours, les deux camps se tirent dessus. On sait très bien qu'il n'y a aucun cessez-le-feu, en réalité, dans le Golfe Persique. Et ce combat, ces échanges de tirs, vont s'intensifier avec le temps. Et c'est bien le problème dont parlait Mohsen Rezaei. Ça va se faire petit à petit, mais au bout du compte, on va arriver à une guerre totale entre l'Iran et les États-Unis. Quand on regarde le blocus, quand on voit ce que les États-Unis essayent de faire pour humilier le gouvernement iranien, c'est clair. Ils ont réussi à maintenir leurs échanges, leurs communications, en passant par le Pakistan, par la mer Caspienne et par d'autres moyens. On sait que le blocus a eu un certain effet, peut-être 10 à 15% du commerce iranien qui passe par le détroit d'Ormuz. Mais le point essentiel, c'est que notre dignité est en jeu, ici et maintenant. On doit riposter pour défendre notre dignité. Ce n'est pas une question de pression, ni même de pression économique sur notre économie. Alors, il y a eu des déclarations du côté iranien, peu de temps après l'entrée en vigueur du cessez-le-feu, enfin, de ce qu'on peut appeler un cessez-le-feu partiel, disant, en gros, si le cessez-le-feu est rompu et qu'on repart vers une guerre totale, parce qu'à ce moment-là, il y avait beaucoup de menaces venant des États-Unis et d'Israël, eh bien, nous avons de nouvelles armes que nous n'avons pas encore utilisées. Et là, depuis une semaine environ, j'ai vu passer sur X plusieurs comptes affirmant que la Chine aurait fourni
potentiellement des missiles de croisière anti-navires, ainsi que les radars et tout l'équipement associé, ce qui pourrait permettre à l'Iran d'infliger de lourds dégâts à notre flotte navale dans la région. Est-ce que vous avez des informations à ce sujet? Colonel, d'une certaine façon, depuis l'annonce du cessez-le-feu, l'Iran a énormément renforcé son système de défense aérienne. Ils ont maintenant un nouveau système qu'ils appellent Arash, l'archet. Et il paraît que, d'après certaines rumeurs en Iran, même la Russie voudrait acheter ce système de défense aérienne, à cause, vous savez, de la guerre qui continue entre la Russie et l'Ukraine. On a aussi vu des images du système iranien, appelé Majid, déployé en Arménie. L'Arménie est donc le système de défense aérienne iranien. Armenia is using the Iranian air defense system. And so what they have Depuis le début de cette guerre, l'année dernière, en juin 2025, puis avec la deuxième phase le 28 février de cette année, l'armée iranienne et les gardiens de la Révolution ont accumulé une expérience énorme. Cette expérience a beaucoup contribué à améliorer leur système de défense aérienne et leur compréhension d'un nouveau type de guerre. Parce que, dans les faits, les États-Unis attaquent l'Iran en utilisant surtout l'aviation et la marine. Du coup, le système de défense aérienne a beaucoup progressé. Ils l'ont perfectionné grâce à une meilleure intégration. Avoir des armes, c'est une chose, mais il faut les intégrer dans un système cohérent. Et c'est ce qu'ils ont réussi à faire. C'est pour ça que, dans les derniers jours de la guerre, juste avant le cessez-le-feu, on a vu que les capacités iraniennes, notamment dans la façon dont fonctionnait la défense aérienne, étaient bien meilleures. Elle s'était énormément renforcée. Et ça s'est énormément amélioré depuis le cessez-le-feu. C'est ce que j'entends du côté iranien. Je n'ai aucune raison d'en douter, parce que les personnes qui parlent comme ça ne font pas partie des médias, ni de ceux qui cherchent à manipuler les médias persans. Ce n'est pas comme ça que l'Iran fonctionne. En gros, c'est un peu comme ce qu'on voit en Russie, ou plutôt ce qu'on a vu en Russie. Ils ne se vantent de rien. S'ils ont quelque chose, ils le disent. S'ils ne l'ont pas, ils n'en parlent pas. Donc, je n'ai vraiment aucune raison de douter de ce qu'ils disent. Alors la vraie question maintenant, c'est de savoir ce qui va se passer ensuite. Qui sait ce que le président Trump pourrait finir par dire ici? Pardon, je viens juste de recevoir un message de quelqu'un qui semble bien informé sur le sujet. Voyons voir. Intéressant. Oui. Donc quelqu'un qui prétend avoir des informations sur ce qui se passe en ce moment dans cette réunion dit qu'apparemment, la pression sur Trump pour ne pas aller jusqu'à une opération militaire est forte. Et il y aurait aussi de plus en plus de pression pour qu'il fasse certaines concessions à l'Iran, ce qui commencerait à attirer l'attention. Espérons que ce soit vrai. Mais laissez-moi vous poser cette question. Qu'est-ce qu'il faudrait à l'Iran en 1 ou 2 points pour dire « on continue les négociations, on poursuit la voie diplomatique, on ne fait pas marche arrière ». Qu'est-ce qu'ils doivent obtenir au minimum des États-Unis pour pouvoir dire « d'accord, on a de la marge pour avancer maintenant ». Au minimum, les États-Unis doivent accepter ce que l'Iran a défini jusqu'à présent pour le détroit d'Ormuz. Premier point. Deuxième point. Disons-le comme ça. Le premier point, c'est le Liban. Le premier point, c'est bien le Liban. Le deuxième, c'est le détroit d'Ormuz. Et le troisième, c'est la libération des avoirs iraniens gelés, 12 milliards de dollars, soit la moitié des fonds gelés qui doivent être débloqués pour l'instant. Voilà, à mon avis, les points essentiels du côté iranien. Quant au programme nucléaire, je ne vois pas l'Iran avoir le moindre problème à déclarer qu'il ne cherche pas à se doter de l'arme nucléaire. Ils sont prêts pour ça. Ils s'y étaient préparés bien avant même que cette guerre ne commence.
Et je pense qu'avant d'atteindre ces objectifs, on n'ira pas plus loin, on n'arrivera pas à la deuxième étape, celle du programme nucléaire iranien, et à la question de son avenir, ou de l'uranium enrichi que possède l'Iran. Environ 400 kilos d'uranium enrichi. On n'entendra rien à ce sujet, rien sur le programme nucléaire iranien, tant que ces trois étapes ne seront pas franchies. Le Liban, le détroit d'Ormuz et les avoirs iraniens gelés. Oui, c'est ça. Ça correspond assez bien à ce que certains dirigeants iraniens ont dit ces derniers temps, surtout à propos de l'Iran. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères s'en est plaint. Je crois que c'était plus tôt dans la journée, heure locale. Il a déclaré qu'il condamnait les frappes aériennes israéliennes visant le sud et l'est du Liban et qu'il considérait les États-Unis comme complices de toutes ces atrocités. Donc, du point de vue officiel du gouvernement, la question du Liban reste vraiment au premier plan. Et là, franchement, ce serait l'une des demandes les plus difficiles. Peut-être même la plus difficile, encore plus que la question de l'argent, parce que ça impliquerait que le président Trump donne un ordre clair, sans ambiguïté, à Netanyahou, et qu'il s'y conforme. Difficile d'imaginer que ça arrive quand même. Karl, je pense que pour beaucoup de gens, quand on parle du Liban, il faut comprendre pourquoi l'Iran insiste autant sur la question libanaise. Le Liban, pour ceux qui ne connaissent pas bien les mouvements de résistance, c'est le cœur même de la résistance. Le Liban, c'est tout pour la résistance. Quand les Israéliens ont commencé à attaquer Gaza et la Cisjordanie, c'est le Liban qui s'est levé, qui a riposté, en disant qu'Israël devait réagir, devait reculer, sinon ils allaient frapper tous ces colons dans le nord d'Israël, comme ils l'appellent. C'est pour ça qu'ils ont attaqué le nord d'Israël. Ils ont voulu mettre la pression sur le gouvernement israélien à cause de ce qui se passe en Palestine. Ils n'ont pas d'autre moyen d'action. Et c'est pour cette raison que l'Iran ne va pas reculer. Il n'y a aucune chance que l'Iran fasse marche arrière sur la question du Liban. Et même si on regarde aujourd'hui ce qui est arrivé au Liban, après l'assassinat de Sayed Hassan Nasrallah, certains pensaient qu'avec ces assassinats, ils allaient affaiblir le Hezbollah au point qu'il ne pourrait pas retrouver de sitôt la position, la situation qu'il avait avant. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Parce que la résistance, c'est quelque chose qui fait partie de leur ADN. Ils se battent à cause de l'occupation. Ils ne se battent pas parce qu'ils l'ont décidé ou parce qu'ils sont contents de ce qui se passe au Liban. Non, ils n'ont tout simplement pas d'autre choix que de se défendre. Il le faut, vraiment. Quand d'autres pays viennent dans le vôtre pour s'emparer de vos terres, pour les annexer à Israël, il n'y a aucun moyen de reculer face à ces politiques. Ils doivent riposter, et l'Iran ne renoncera pas à soutenir le Liban. Laissez-moi vous poser une question, parce que, je vais prendre un peu de recul ici. On va commencer avec l'assassinat de Soleimani, en 2020. Je sais qu'on pourrait remonter plus loin, mais restons sur cet épisode. Depuis ce moment-là, jusqu'à, disons, la destruction de l'ambassade iranienne en Syrie, détruite par les Israéliens, la réaction du côté iranien est restée plutôt mesurée. On avait l'impression qu'ils cherchaient toujours à ramener la situation vers un certain équilibre, une forme de stabilité. Mais il me semble que peut-être avec l'opération Midnight Hammer, et sûrement avec celle-ci, il y a eu un vrai tournant, un changement profond dans la manière dont l'Iran voit les choses, comme s'il ne reviendrait plus jamais à cette attitude d'avant. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que ce changement a provoqué? Et donc, à quoi on peut s'attendre désormais avec l'Iran dans la région? L'assassinat de Qassem Soleimani, le général Qassem Soleimani, a été un événement majeur.
il a profondément marqué la société iranienne, parce que ce n'était pas, vous savez, un type ordinaire, ni un général ordinaire. Il occupait une place essentielle, à la fois en Iran et au-delà des frontières iraniennes. Et la manière dont Donald Trump l'a fait assassiner, il était alors en visite diplomatique en Irak. Il essayait d'aider, d'une certaine façon. Il coopérait, il cherchait à ramener un peu de raison dans la région, à mettre fin aux guerres. À cette époque, on avait Daesh, on avait toutes ces situations complexes. Il a tout fait, colonel, pour vaincre Daesh, pour vaincre l'État islamique. Beaucoup de gens dans les médias occidentaux parlent d'ISIS, mais en Iran, on dit Daesh. Et c'est lui parce que quand on parle de la défaite de l'État islamique, beaucoup débattent pour savoir si c'est la Russie ou les États-Unis qui en sont responsables. La Russie a beaucoup aidé avec les avions de chasse. Mais ce qui s'est passé sur le champ de bataille, sur le terrain, et c'était en fait la partie la plus importante de cette mission, ça s'est joué sur le terrain, grâce à Qassem Soleimani. C'est lui qui a vaincu Daesh dans la région. Et quand les Kurdes, dans le nord de l'Irak, au Kurdistan irakien, ont été attaqués par Daesh, ils n'avaient personne pour les défendre. Ils ont appelé les États-Unis pour demander de l'aide. Les Américains ont répondu que ça prendrait du temps avant d'intervenir. Alors ils ont appelé Soleimani en disant « On a besoin de vous et on a besoin de vous tout de suite ». Et lui, il a immédiatement envoyé des forces sur place pour combattre Daesh et l'État islamique. Voilà, c'est ça l'importance du général Soleimani pour toute la région. C'est pour ça que ce n'était pas seulement une perte pour le peuple iranien, c'était une perte pour toute la région. Beaucoup disent qu'il rendait la vie difficile aux soldats américains, mais dans son esprit, sa mission, c'était d'éliminer l'agenda israélien dans la région. Il voyait Daesh comme une partie de cet agenda parce que le chaos au Moyen-Orient venait de Daesh, de ces gens qui tuaient en Syrie, en Irak, partout dans la région. Ils détruisaient tout. Vous vous souvenez de cette période? Oui, bien sûr. Et tous ensemble, les États-Unis, l'Iran, la Russie, ils ont fini par vaincre Daesh après cette guerre. Mais ensuite, Donald Trump est revenu et a fait assassiner le même homme qui avait vaincu Daesh sur le terrain. Pour les Iraniens, ça a été un choc terrible. Et ils ne comprennent pas. C'est pour ça qu'ils ne croient pas à ce que Donald Trump essaye de faire passer. Ils ne font pas confiance à l'administration Trump. Ils ne font pas confiance à ce que Donald Trump dit. Leur principale référence, quand il s'agit de comprendre l'état d'esprit des gens en Occident, vient d'Israël. C'est Israël qui nous dit quel est le programme. C'est Israël qui nous dit quelle sera la prochaine étape, pas l'administration Trump, ni Donald Trump lui-même. Et le résultat, franchement, le montre bien. Combien de fois Trump nous a-t-il dit que la guerre serait terminée dans les 24 heures? La guerre allait se finir. Il répétait sans cesse le même genre de discours. C'est pour ça que personne ne fait confiance à Donald Trump en Iran. Oui, justement, j'ai fait une émission là-dessus ce matin, sur ce sujet précis. J'ai parlé de beaucoup de ces points, de tout ce qui a été dit, et aussi de ce qui ne s'est pas passé ensuite. Mais aujourd'hui, où en est l'Iran? Et qu'est-ce qu'on peut attendre de l'Iran dans les 10-20 prochaines années en termes d'implication dans la région? Que se passe-t-il avec l'affaire du détroit d'Ormuz? Je pense que pour les Iraniens, le vrai enjeu du détroit d'Ormuz n'est pas celui qu'on imagine souvent. Beaucoup disent que l'Iran va s'emparer de pétroliers valant des millions de dollars, mais pour eux, c'est un point secondaire. Ce qu'ils voient dans le détroit d'Ormuz, c'est surtout un moyen de rassembler tous les pays de la région, de créer une forme de compréhension mutuelle. Si les pays du Conseil de coopération du Golfe dépendent de l'Iran, ils doivent comprendre que les bases américaines ne reviendront pas à la situation d'avant le début de cette guerre. Le but de ces bases, à l'origine, c'était d'être utilisées contre l'Iran.
if they want to be the neighbors of Iran, the reliable neighbors, S'ils veulent the être les voisins de l'Iran, neighbors of Iran, des voisins fiables, some sort of ou s'ils veulent une forme de coopération, de compréhension mutuelle, de paix et de prospérité pour la région, ils doivent comprendre qu'il faut mettre en place une architecture de sécurité. Je ne sais pas encore comment cela va être défini. Je ne sais pas, parce qu'il me semble que le gouvernement pakistanais joue un rôle de plus en plus important avec le temps. Il communique avec les Américains, avec les Iraniens, avec les Chinois, et on sait qu'ils ont un accord militaire avec l'Arabie saoudite. Alors, est-ce que tout ça va entraîner un changement au Moyen-Orient? So is that going to bring some sort of change to the Middle East? Is that going to help the whole region? Est-ce que ça va vraiment aider toute la région à mieux se comprendre? Si l'Iran est attaqué, l'Arabie saoudite ne sera pas dans une meilleure position. Le Qatar non plus. Vous n'aurez rien à gagner en attaquant l'Iran. Donc si c'est ça la compréhension générale dans la région, alors personne n'aidera ni ne facilitera une attaque des États-Unis ou d'Israël contre l'Iran. C'est ça le fond du problème. L'Iran ne veut pas. Si les États-Unis veulent attaquer l'Iran, ils peuvent le faire depuis Israël ou depuis d'autres points, mais ils ne peuvent pas utiliser les pays du Conseil de coopération du Golfe contre l'Iran. Et si ça se reproduit, l'Iran détruira tout dans ces pays. Je pense qu'en ce moment, la communication entre le gouvernement iranien et les pays du Golfe, c'est essentiellement ça. Si vous ne nous faites pas confiance, si vous pensez qu'une menace vient de l'Iran, montrez-nous d'où vient cette menace. Où est-ce que nous vous avons attaqué avant que cette guerre n'éclate? Si ce n'est pas le cas, alors vous ne pouvez pas être utilisé contre nous. Mais si on vous utilise pour nous attaquer, nous, on va vous attaquer. On va tout détruire dans vos pays. Et le premier point, ce sera le détroit d'Ormuz. On va le refaire. On va fermer le détroit d'Ormuz. Ce sera un coup terrible pour votre économie et on va détruire vos infrastructures, comme les États-Unis et Israël ont essayé de le faire avec l'Iran. Mais si elles ne partent pas en guerre contre l'Iran, alors rien de tout ça n'arrive. C'est bien ça? Non, rien du tout. Ce serait une région prospère et paisible pour tous les pays de la région. Eh bien, moi, je suis pour tout ce qui peut mettre fin à la guerre et apporter la prospérité à beaucoup de gens. Et il faut vraiment que celle-ci se termine. Dans les quelques minutes qui nous restent, je vais demander à Gary de venir nous rejoindre. Il a des remarques intéressantes parce qu'il y a encore un sujet dont on veut parler, et c'est dans l'actualité. D'après le New York Times, enfin, c'est là que l'information est sortie en premier, apparemment Jared Kushner et Steve Mnuchin auraient dit « et si on faisait un accord spécial ?» Et il semblerait que ce soit ce que le président Trump propose, un programme de reconstruction de 300 milliards de dollars à Téhéran, qui remplirait surtout leurs poches. Qu'est-ce que vous en pensez? Danny, le pur génie de Trump commence enfin à se révéler. On l'attendait, non? On se demandait quand il allait sortir sa carte maîtresse. Eh bien voilà, magnifique, exactement. Le magnifique, tu sais, il construit la salle de bal, la plus belle du monde. Tu sais ce qu'il prévoit de faire à Gaza? Il va prendre la même formule et l'appliquer directement en Iran. Et les deux génies derrière tout ça, Kushner, ils vont y arriver, Danny. Ils vont utiliser les mêmes entrepreneurs, aller là-bas et construire en Iran exactement comme il prévoit de le faire à Gaza. C'est une formule parfaite. Franchement, qu'est-ce qui pourrait mal tourner? Je veux dire, je suis sûr que ça serait accueilli à bras ouverts. Vous ne trouvez pas? Oui, ça aurait pu être avant que cette guerre commence. Parce que, oui, c'est de ça que je veux que tu parles. On en rit maintenant, on s'en moque un peu. Mais vous dites qu'avant la guerre, ce n'était peut-être pas une idée si folle que ça. Vous pouvez expliquer? Avant que cette guerre n'éclate,
Il y avait en Iran des gens qui souhaitaient une forme de coopération entre l'Iran et les États-Unis. Les États-Unis auraient pu investir dans l'économie iranienne et d'une certaine manière, dans les installations et le secteur énergétique du pays. Mais ce dont parlent Jared Kushner et Steve Witkoff, la reconstruction des infrastructures en Iran, l'Iran n'en a pas besoin. Je ne le vois pas comme ça. En revanche, sur la question de l'énergie, c'était bien cet état d'esprit avant la guerre. Aujourd'hui, je pense que plus personne ne croit qu'il soit possible d'aboutir à un accord réellement significatif entre l'Iran et les États-Unis. Un accord qui mènerait à une telle coopération entre les deux parties. À mon avis, c'est plutôt un vœu pieux. J'aimerais avoir votre avis là-dessus, parce que quand j'ai vu ce titre, j'en suis resté bouche bée. Je me suis dit, attendez, ce sont les deux mêmes types qui sont allés négocier cette guerre, qui disaient qu'on cherchait une issue. Et tout à coup, ils leur ont coupé l'herbe sous le pied. Pourquoi? Sur quelle planète ces deux mêmes types peuvent-ils en tirer un bénéfice financier après coup? Et pourtant, apparemment, Trump le pensait vraiment. Il est absolument impossible qu'on laisse Steve Witkoff et Jared Kushner aller en Iran pour investir dans quoi que ce soit. C'est tout simplement impossible, parce que les Iraniens considèrent ces deux hommes comme des agents israéliens. Et ils ne veulent rien avoir à faire avec Israël, rien du tout. C'est littéralement la position du gouvernement iranien, de la direction iranienne. Et c'est pour ça que je pense que de leur côté, c'est juste un vœu pieux. Eh bien, ça ressemble beaucoup à des vœux pieux, tout ça. Dernière question. Vous avez dit quelque chose tout à l'heure, et j'aimerais que vous précisiez un peu, ou que vous développiez. Vous avez évoqué le fait qu'à cause des déclarations de Jonathan Pollard, l'Iran pourrait à un moment donné dire « Nous allons nous retirer du traité de non-prolifération nucléaire, le TNP ». Ça aurait des conséquences très importantes, parce que pour à peu près tout le monde en Occident, ça voudrait dire « Vous allez vous lancer dans la course à la bombe ». Comment un tel scénario pourrait-il se produire? Et pensez-vous vraiment qu'ils iraient jusque-là? Je pense que tout dépend de la situation actuelle entre l'Iran, les États-Unis et l'ensemble de la région, surtout avec la manière dont Israël essaie de faire monter la tension. Imaginons que les États-Unis tentent quelque chose, en négociant, en envoyant des messages à l'Iran, ces échanges d'un côté et de l'autre. Si cela permettait d'aboutir à une sorte de cessez-le-feu, un cessez-le-feu permanent, je ne parlerai pas d'un accord ni d'un deal, mais bien d'un cessez-le-feu permanent. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les États-Unis ne vont pas attaquer l'Iran. Parce que s'ils attaquent l'Iran, ils verront ce qui s'est passé hier, comme hier, quand l'Iran a attaqué la base américaine au Koweït. C'était un signal pour les États-Unis. S'ils font ça, l'Iran pourra attaquer ces pays encore et encore. Alors que peut-on faire d'autre, à mon avis, pour que l'Iran décide ou change d'avis sur son programme nucléaire, s'il veut produire des armes? Tout dépend de l'escalade. En ce moment, je dirais qu'ils ne ressentent pas le besoin d'avoir l'arme nucléaire. Pour l'instant, ils n'ont pas besoin de sortir du TNP parce qu'ils ne voient pas cela comme une menace existentielle pour l'Iran. Ils pensent pouvoir vaincre Israël et les États-Unis par des moyens conventionnels en utilisant leurs armes classiques. C'est pour ça qu'ils n'ont pas besoin de l'arme nucléaire. S'ils ont le sentiment qu'Israël essaye de faire quelque chose contre l'Iran en lien avec les armes nucléaires, même sans les utiliser, si les services de renseignement et le gouvernement arrivent à la conclusion qu'une telle attaque se prépare, alors ils vont agir le plus vite possible. Et ils vont l'annoncer. Ils ne feront pas ça en secret. Non, ils vont déclarer qu'ils se retirent du TNP et qu'ils vont produire des armes nucléaires. À mon avis,
Ce ne sera pas quelque chose de caché, sans annonce publique. It's not going to be something behind the scene without announcing it, in my Well, let's opinion. certainly hope we don't get to that point. Espérons vraiment qu'on n'en arrive pas là. Je viens de vérifier avec ma source il y a 1 minute, et apparemment, dans la salle de crise avec le président Trump, les options sur la table sont les suivantes. Soit il essaie de trouver une voie crédible pour offrir suffisamment de concessions au camp iranien, de façon à ce qu'il puisse s'en accommoder et aller vers, comme vous l'avez évoqué, une sorte de quasi-cessez-le-feu. Pas un accord, mais simplement une pause dans les combats. Et s'il n'y parvient pas, il repoussera la question et maintiendra les blocus en place. Alors ma dernière question pour vous, c'est la suivante. Si c'est bien ce scénario, et je dirais que c'est le plus probable, parce que j'ai du mal à imaginer Trump accepter politiquement quoi que ce soit que les Iraniens exigent, surtout leurs points non négociables dès le départ. Combien de temps, selon vous, l'Iran attendra avant d'agir de son côté et d'essayer de forcer la situation? And try to force the thing open on their own. It depends on what would happen. It's so Ça fluid dépend de ce qui va se from the passer. situation in the La situation dans le Golfe Persique est tellement instable, colonel. Ça peut arriver demain, après-demain, dans 1 semaine ou dans 1 mois. Tout dépend de ce qui se passe là-bas. Parce que, imaginons qu'ils essayent de frapper des pétroliers ou des navires iraniens. Quelle serait la réaction de l'Iran? Et jusqu'où irait-il? Vous savez, sur le champ de bataille, tout est imprévisible, à mon avis. Ça peut arriver dès demain ou dès la semaine prochaine. La situation est vraiment très fluide. C'est pour ça que je pense que ce qui est certain, selon moi, c'est que ce blocus va marquer une escalade. Oui, une véritable escalade. Ça veut dire une escalade vers une guerre totale entre l'Iran et les États-Unis. Et là, on reviendrait à une situation très semblable à celle qu'on a connue pendant la guerre. Ce serait ça l'escalade. Les deux camps. D'un côté, des attaques contre les infrastructures. De l'autre, eh bien, ils frappaient certaines infrastructures en Iran et l'Iran ripostait en visant 4 d'entre eux dans d'autres pays. Voilà, c'est un peu l'état d'esprit actuel en Iran. Ils estiment qu'ils n'ont pas besoin d'escalader parce qu'ils dominent déjà la région. Ils n'ont pas besoin d'attaquer qui que ce soit. Mais si les États-Unis les attaquent, ils peuvent répondre de manière appropriée. C'est comme ça qu'ils voient les choses en ce moment. Eh bien, je suppose qu'il va falloir attendre et voir ce qui va se passer. Apparemment, le président Trump devrait faire une sorte d'annonce cet après-midi et on la couvrira soit ici sur la chaîne, soit sur... Ça ne va pas changer. Désolé de vous interrompre. Imaginons que Donald Trump annonce qu'on a trouvé une sorte d'accord ou de compromis. Eh bien, ça ne changera pas la réalité, colonel. La guerre continue et elle continuera tant qu'Israël attaquera le Liban. Ça semble être vraiment le point central de tout ça. Tant que ça continue, le reste, c'est juste du bruit de fond. On verra bien ce qui se passe et on verra si le président Trump finit par céder là-dessus. Petit rappel pour tout le monde, allez sur DialogueWorks pour voir plus de contenu de Nima. Il y a vraiment d'excellentes choses. J'en ai d'ailleurs déjà utilisé pour notre émission et Merkenwar, parce qu'il y a toujours de très bonnes interviews et des points de vue intéressants. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui, Nima. C'est toujours un plaisir. Merci. C'est un vrai plaisir, Tom. On se retrouve dans le prochain épisode du Daniel Davis Deep Dive. Vous savez, on n'a pas de sponsor, parce qu'on déteste vous bombarder de pubs. Moi, j'aime pas ça. Alors, montrez un peu de soutien. Abonnez-vous, mettez un like et partagez ça avec quelqu'un qui compte pour vous.